Bonsoir et bienvenue. Les rideaux sont tombés sur les assises de la justice au Sénégal. Le rapport définitif devrait d'ailleurs parvenir incessamment au chef de l'État avec moi sur ce plateau pour faire l'économie de ces concertations. Professeur Jean-Louis Correa, il est agrégé de droit privé, vice-recteur de l'UNCHK, Université Cheikh Ahmadou Kane. Professeur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Oui, je rappelle que vous êtes membre également de la commission scientifique et de synthèse des assises. Effectivement. Les assises qui ont été clôturées hier. On revient sur l'extrait du ministre de la Justice. Le dialogue national a été bien plus qu'une simple série de débats. C'était une démonstration de notre engagement collectif envers l'idéal de justice, un rappel de notre responsabilité envers chaque citoyen et chaque communauté et une affirmation de notre volonté de construire un avenir où la règle de droit est respectée et où la justice est accessible à tous, sans distinction. Les recommandations issues de ce dialogue doivent être mises en œuvre avec rigueur et détermination. Oui, professeur Correa, vous avez entendu le ministre de la Justice, oui. Avec rigueur et détermination, les conclusions. Est-ce que vous avez le sentiment que ces assises ont permis de cartographier la problématique de la justice au Sénégal? Monsieur Faye, je vous remercie pour votre invitation. Effectivement, ces assises ont permis justement de mettre l'accent sur les différents mots de la justice sénégalaise, parce que du point de vue de la composition de ces assises, notamment toutes les personnes qui étaient invitées à ces assises, la méthodologie qui a été utilisée, cela a permis pendant une semaine, après le lancement par Monsieur le Président de la République le mardi 28 mai, de revenir sur toutes les difficultés qui ont été notées toutes ces dernières années relativement à comment le service public de la justice dans notre pays fonctionne. Ça fonctionne. Des rapports, pré-rapports ont été produits avec des recommandations. Que pouvez-vous nous dire en termes de bilan? On entend le ministre dire que ces recommandations seront diligentées avec rigueur, mais du point de vue du bilan, vous avez le sentiment que c'est un bilan satisfaisant, tout ce qui a été fait jusqu'à... Ce que je peux dire, c'est que nous avons, avec cette méthodologie que nous avons mise en œuvre, d'abord commencé par mettre en place une plateforme. C'est la plateforme Jubanti. Et cette plateforme-là a été visitée par un peu moins de 40 000 personnes. Ah oui, hein? Oui, un peu moins de 6 000 personnes ont fait des commentaires sur le fonctionnement de la justice. Donc, cela, nous l'avons recueilli. Nous avons également recueilli l'avis des Sénégalaises et des Sénégalais qui ont contribué de diverses manières à cette réflexion. Nous avons fait le recueil de cela. Nous avons traité également toutes ces questions. En plus de ça, durant ces assises, nous étions divisés en deux groupes, en deux commissions. Une première commission réforme, qui a rendu ses conclusions, et une commission également modernisation. Mais il faut savoir que les commissions étaient également subdivisées en des sous-commissions. Et pendant une semaine, nous avons réfléchi sur quelles étaient les réformes que l'on devait apporter au fonctionnement de la justice, sachant qu'on peut réformer sans moderniser, d'où la pertinence de la commission modernisation, qui, elle, va entrer justement dans les ruptures. Parce que si vous vous souvenez, Monsieur le Président de la République, lors de son discours inaugural, avait mis l'accent sur la nécessité d'une justice indépendante. Absolument. Et donc, tous les thèmes des commissions portaient justement sur comment rendre cette justice indépendante, mais également comment faire en sorte pour que cette justice ressemble à ceux pour lesquels elle est rendue. Elle est rendue, elle est faite. Et donc, la question des imaginaires a été une question qui a beaucoup traversé nos travaux, c'est-à-dire la perception que les citoyens, ont de la justice, à travers les rituels de la justice, à travers les symboliques de la justice, à travers la balance, à travers le glaive, à travers Thémis, etc., à travers même les toges que mettent le personnel de la justice. Il y a comme ça une idée de décolonialité qui a traversé nos différents travaux. Et sur ces questions-là, il y a eu une unanimité, c'est-à-dire la nécessité d'avoir une justice qui nous représente, qui nous ressemble dans sa représentation, dans ses rites, dans ses symboles. Et cela a été un moment de communion fort entre les différents acteurs, parce que c'est une question
sur laquelle il y a véritablement un consensus, ce vent de décolonialité qui souffle même sur ces questions-là qui intéressent la justice, c'est-à-dire les symboliques et les rituels de la justice. Il y a beaucoup de consensus sur beaucoup de points. Par contre, il y a des points où il n'y a pas de consensus, comme celui relatif au Conseil supérieur de la magistrature. D'aucuns estiment que le président doit rester, pour d'autres non, y compris les acteurs de premier plan qui ne veulent pas que le président quitte. C'est le propre d'un dialogue de cette nature. Ce qu'on peut dire, c'est que tous les acteurs de ce dialogue étaient animés d'une intention de réformer la justice. Maintenant, il y a des participants à ce dialogue qui ont peut-être une pratique et une connaissance de cette justice différente, qui ont des habitudes, qui ont des façons de faire, qui peuvent peut-être craindre un peu une modification de ces habitudes et de ces façons de faire. Mais je pense qu'on est dans une ère de rupture. Il faut évoluer. Et ce dialogue-là ne peut avoir dans sa concrétude des effets positifs si on n'accepte pas, nous tous Sénégalais, d'aller vers une justice de rupture. Et c'est pour cela que tous les acteurs doivent être invités à penser cette rupture et à mettre en œuvre cette rupture. C'est difficile d'entrer dans une ère de changement. Et c'est pourquoi, sur le Conseil supérieur de la magistrature, l'essentiel des participants est d'accord pour que, d'une part, le président de la République ne préside plus le Conseil supérieur de la magistrature. Il y a une partie maintenant de l'Assemblée, des participants qui ne sont pas d'accord. Mais on doit à la vérité de dire que la majorité est pour que le président ne préside plus le Conseil supérieur. Donc on peut estimer que le président va suivre l'avis de la majorité. Bon, en tout cas, nous, on va faire notre synthèse en tant que commission scientifique, présidée par le juge Amadiba. On va faire notre synthèse, on va remettre au président de la République. Mais à la vérité, on doit dire que ce qui ressort des discussions, c'est que le président ne préside plus, même si une partie des participants dit attention, allons-y doucement, il ne faut pas qu'il quitte parce que ça pourrait engendrer telle ou telle conséquence. Deuxième point, s'il vous plaît, c'est la question de l'ouverture du Conseil supérieur de la magistrature à d'autres corps. Là également, consensus, mais également des voix dissonantes disent attention, le Conseil supérieur est particulier. Il ne faut pas le parasiter. Il ne faut pas faire entrer d'autres personnes qui ne comprennent pas les spécificités de la magistrature. Mais là également, il y a un consensus qui s'est dégagé. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on veut être toujours resté dans le dogmatisme au Sénégal? Ailleurs, en France, c'est des corps qui ont évolué, qui ont vu... Effectivement, si vous regardez le Conseil supérieur de la magistrature en France, 30 membres, mais composés de 14 magistrats. Absolument. Les autres sont des personnes qui viennent d'autres... Parce que la justice dépasse la magistrature. Absolument. La justice n'appartient pas aux magistrats. Regardez les mois qu'il y a eu dans ce pays ces dernières années sur ces questions-là relativement à la magistrature, c'est parce que la justice dépasse la magistrature. Et c'est pourquoi nous avons voulu, dès l'entame des travaux, et le président de la République l'a rappelé, il ne s'agit pas, pour ces assises-là, il ne s'agissait pas de faire le procès de quelque corps que ce soit. Mais il s'agissait de nous réapproprier notre justice pour voir, dans cet élan national de changement et de rupture de fond, qu'est-ce qui peut bouger, quelle ligne on doit faire bouger pour avoir une justice qui soit une justice qui reflète la démocratie, qui soit une justice qui reflète l'état de droit. Parce qu'en définitive, il est question de démocratie et d'état de droit. Exact. Il n'est pas question, justement, de préserver les intérêts, un mythe ou des rituels, des façons de faire. Il faut bien au contraire bouleverser nos rituels, bouleverser nos façons de faire pour que justement la justice appartienne véritablement au peuple, que ce peuple se réapproprie la justice. Je pense que c'est un travail de fond, c'est une compréhension de fond qu'il faut avoir de cette question. Naturellement, si vous voulez réformer la justice, le personnel de la justice va vous dire attention, vous voulez apporter des ruptures, mais nos conditions de travail, il faut les améliorer. Et c'est là où il faut entendre les magistrats, il faut entendre les greffiers, il faut entendre les autres corps. Et là, on touche carrément le service public de manière générale. On touche le service public avec ses insuffisances, avec ses limites, ses dysfonctionnements. Et c'est là où il faut les entendre pour voir comment l'amélioration de leurs conditions de travail peut participer d'une nouvelle configuration de la justice démocratique et qui reflète l'état de droit. Oui. Mais ce
semble flou dans la tête des Sénégalais. C'est que les gens, la question qu'on se pose, c'est que comment les magistrats peuvent refuser venez, on vous libère, vous dites non, ne nous libérez pas. C'est un peu paradoxal dans la tête des Sénégalais, les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce qui fait que les gens ne veulent pas qu'on réforme à ce niveau? C'est ce que je disais, c'est la force des habitudes. Ouais. C'est la force des habitudes, c'est peut-être la peur du changement. Je dois dire que si on fait un peu de pratique comparée, pas en Afrique, je pense que le Sénégal est quand même un pays qui peut revendiquer des standards démocratiques assez élevés. En tout cas, nous avons montré à la face du monde que nous sommes capables de réaliser des alternances démocratiques. Absolument. Et il faut que tous les segments de la société puissent être au niveau des populations qui ont cette capacité de réaliser des alternances politiques. Et donc, c'est à ça que l'on appelle la justice et tous les acteurs de la justice. Cela veut dire ne pas avoir peur d'aller vers ces nouveaux changements-là. Si on compare la composition du Conseil supérieur de la magistrature, on compare également comment les magistrats sont organisés dans d'autres pays, on voit qu'ils sont ouverts, on voit que ces magistrats n'ont pas peur. Ils sont même syndiqués dans certains pays. Ils sont même syndiqués. Donc je pense que je ne veux pas réduire mon propos vraiment à la magistrature parce qu'encore une fois, l'entreprise d'un dialogue national sur la justice dépasse la question de la magistrature. Et ça touche le système de manière générale. On a parlé du greffe aussi. Hein. C'est un sérieux problème qui reflète le service public de manière générale. Là, jusqu'à on parle de la justice, le service public, c'est le greffe. On a parlé du greffe, mais on a également parlé de l'administration pénitentiaire, qui est un corps dont la loi qui l'organise n'est pas encore adoptée. Beaucoup de restrictions à ce niveau. Beaucoup de restrictions sur l'administration pénitentiaire, les conditions de travail de l'administration pénitentiaire, les conditions de détention dans nos prisons, les régimes carcéraux, les régimes carcéraux, etc. C'est une question également qu'on doit adresser, qu'on doit régler. Et je pense que l'administration pénitentiaire a été très bien représentée lors de nos travaux. Oui, ils ont fait part de leur... de toutes leurs doléances. Oui. Et les gens ont été très sensibilisés et sensibles à leurs conditions de travail. Et je pense qu'ils étaient absents du Conseil national de sécurité. Absents du Conseil national de sécurité. Des textes qui doivent être adoptés, qui ne le sont pas, etc., qui font que, malheureusement, dans leurs conditions et dans leur rapport avec les détenus dans les lieux de privation de liberté, les rapports peuvent être assez difficiles parce que certains agents ne sont pas mis dans les conditions qu'il faut pour exercer correctement leur travail. Il y a aussi la question du procureur dont on devrait diminuer les pouvoirs, mais pour renforcer dans le même temps ceux du juge d'instruction. Là aussi, on est... En fait, les assises ont beaucoup parlé du rôle du procureur de la République. Quand même, ça, dans la tête du Sénégalais lambda, justement, dans l'imaginaire des Sénégalais, le procureur est devenu un monstre presque incontrôlable, très puissant. Avec des pratiques que tous les Sénégalais, qu'ils aient fait droit ou pas, connaissent. Retour de parquet, déferment, etc., mandat de dépôt, etc. C'est des pratiques dont on use et parfois abuse dans la pratique. Et ça, on en a beaucoup parlé. Et la proposition qui est faite, c'est d'instituer un juge des libertés et de la détention. Et ce juge, ce serait le juge de la détention provisoire. Regardez, actuellement, dans notre système, le procureur peut s'opposer à la décision du juge d'instruction accordant la liberté provisoire. Un juge d'instruction qui est un juge du siège. Le procureur peut s'y opposer. Et donc, on s'est dit, durant ces travaux, instituons un juge des libertés et de la détention qui va être un juge du siège, qui aura la possibilité de se prononcer sur les questions de détention provisoire. Et donc, cela va appeler naturellement un réexamen des pouvoirs, des compétences et des relations entre ce nouveau juge, le procureur de la République et le juge d'instruction. Mais je pense que ça, c'est des questions techniques. Mais si on enlève au procureur de la République cette capacité-là qu'il a de décerner des mandats de dépôt, pas les mandats de dépôt, mais les retours de parquet, etc. Et même sur la question des mandats de dépôt, tel que c'est pratiqué actuellement au Sénégal, c'est totalement illégal. C'est totalement illégal. Et ça, les assises sont revenues sur cette question pour dire attention, les mandats de dépôt tels que c'est pratiqué, c'est totalement illégal, parce que c'est en matière de flagrance. Et en matière de flagrance, ça doit être jugé et vidé. Ça doit être jugé, vidé à la toute prochaine audience. Et malheureusement, on en abuse et on voit même des avocats demander justement des retours de parquet, etc. C'est des pratiques qui sont là, cristallisées,
installé et qui crée chez le justiciable un sentiment d'insécurité. Et c'est cela que l'on doit corriger dans notre système. Il faut plus d'équilibre, ne pas affaiblir les magistrats, parce qu'un système démocratique dans lequel les magistrats sont affaiblis n'est pas bon. Ouais. Ne pas créer également une situation de gouvernement des juges, mais trouver un équilibre parfait entre la justice qui doit fonctionner et la préservation des droits et des libertés des citoyens. Et au Sénégal, on a parfaitement les ressorts pour trouver ce juste milieu? On peut trouver ce juste milieu, mais il faut que toutes les parties prenantes comprennent que l'entreprise qui est en cours est une entreprise de construction nationale d'une justice qui ressemble aux lieux dans lesquels elle est rendue. Il faut que la justice habite les lieux dans lesquels elle est rendue. Il est beaucoup question de décentralisation, il est beaucoup question de déconcentration, mais également il est question de revoir la langue de la justice, les rituels de la justice. Tout cela, il est question de revoir les formes de la justice. Même les façons de construire, les façons de configuration des tribunaux, des bâtiments. Vous avez tellement raison. Regardez, vous allez dans certains pays, le piédestal sur lequel les juges, les procureurs se mettent pour rendre la justice, qui manifeste un peu une inaccessibilité des juges. C'est fini. Dans certains pays, les juges ne sont plus sur une estrade. Ils sont à hauteur de citoyens. Ils sont à hauteur de citoyens. Et dès que vous entrez dans le tribunal, il y a cette image-là, beaucoup plus humanisé, quoi, disons, d'égalité entre le juge et le justiciable. Mais ici, ils sont haut perchés. C'est tout le symbole-là qu'il faut revoir dans la construction. Mais également, nous avons la chance d'avoir les maisons de justice qui fonctionnent parfaitement. Une justice de proximité qui doivent être renforcées. Donc, il y a beaucoup de questions sur lesquelles il y a des consensus, quelques questions sur lesquelles il y a des voix dissonantes. Cela s'entend, mais je pense que le comité scientifique fera son travail, rendra le rapport au président de la République. Nous avons beaucoup discuté également de la question du Conseil constitutionnel et de la Cour constitutionnelle. La Cour, là aussi, on aimerait je pense que sur cette question... Peut être la différence, qu'est-ce qui changerait à ce niveau? La différence, ce n'est pas seulement une différence de nom. Lorsque l'on passe du Conseil constitutionnel à la Cour constitutionnelle, l'objectif, c'est d'élargir les compétences de la Cour. Élargir les compétences de la Cour, permettre également aux citoyens de pouvoir saisir la Cour. Mais là également, il faut mettre des bémols. Il ne faut pas aller dans l'exemple béninois où la Cour est... Voilà. Donc, il y a des bémols. Mais les débats sont d'accord sur aller vers une Cour constitutionnelle avec des pouvoirs renforcés, des possibilités de saisine également renforcées, mais une composition différente. Je m'explique. Actuellement, nous sommes à 7 juges de la Cour. Les propositions, c'est d'aller à 9 juges, d'y intégrer des professeurs, pas seulement de droit, mais d'autres sciences sociales. Parce que l'objet du Conseil constitutionnel, le droit constitutionnel, est un droit éminemment politique. Absolument. Donc, il ne faut pas le réserver à des juristes, etc. Regardez ce qui s'est passé dans ce pays. Tout le monde a son avis. Le discours politique, le discours constitutionnel, la Constitution reste un totem. Chacun s'approprie le discours constitutionnel. Il est plus discuté par les hommes politiques. Et donc, voilà, il faut intégrer dans le Conseil des spécialistes des sciences sociales, histoire, sociologie, anthropologie. Mais autre point important qui ressort des assises, on a voulu, lors de ces assises, les participants ont voulu dire, et on dit, c'est retenu, que les membres du Conseil, les juges, soient des personnes en activité professionnelle. Que l'on arrête d'envoyer au Conseil constitutionnel des retraités. Oui. Cela peut avoir une incidence sur leur indépendance. Bien sûr, oui. Donc, c'est des gens qui n'ont plus rien à perdre. Qui n'ont plus rien à perdre et qui peuvent être redevables au président de la République. Dont on dit également qu'on devrait revoir sa compétence quant à la nomination des juges. Est-ce que c'est le président de la République qui doit nommer les juges au Conseil constitutionnel? En tout cas, ce sont des mesures qui devraient permettre d'assurer l'indépendance du Conseil constitutionnel, élargir ses pouvoirs, y mettre uniquement des personnes en activité, que ce soit les magistrats, les professeurs, les avocats et les anciens hauts fonctionnaires qui y seraient, que ce soit exclusivement des personnes qui soient en activité. Et pourquoi pas peut-être proposer qu'un ancien président, dès l'instant qu'il politique, soit d'office éligible au Conseil. Effectivement. Ça aussi, ailleurs, ça se fait. Hein. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, il y a un vent.
de changement, de rupture, d'innovation qui souffle sur ce pays. Le président de la République a montré sa volonté d'apporter les ruptures qu'il faut, notamment sur ce secteur de la justice. Il a fait les rigueurs du système. Il connaît le système. Il connaît le système, il en connaît les rigueurs, il en connaît les limites, les insuffisances. Absolument. Donc, c'est quelqu'un qui sait déjà, du point de vue de la pratique du système, quelles en sont les limites. Et je pense que le courage que nous tous, nous devons avoir, que ce soit ceux qui ont participé aux assises de façon physique, ceux qui ont contribué sur la plateforme, ceux qui n'y étaient même pas, je pense que le sentiment de justice nous traverse tous autant que nous sommes sénégalais. Absolument. Ce que nous avons vécu les derniers temps montre les limites de notre système. Donc il faut que nous tous, nous ayons cette ambition et surtout ce courage d'apporter les ruptures profondes qu'il faut pour justement... Même si c'est dans la douleur. Même si c'est dans la douleur. Même si on va devoir renoncer à certaines choses. Mais ici, ce qui est en jeu, ce n'est pas un corps, ce ne sont pas des corps. Ce qui est en jeu, c'est justement un pays, un intérêt général, un corps social qui doit justement faire corps avec sa justice pour que celle-ci soit effectivement, comme on le dit dans la Constitution, rendue au nom de ce peuple-là. Mais pendant ce temps, il y a des gens qui font l'objet de longues détentions. Qu'est-ce que les assises prévoient pour ces gens, pour que tous ces contentieux-là soient quand même vidés le plus rapidement possible et qu'enfin... Je pense sur cette question, on a beaucoup, et c'est le lieu ici de saluer les ex-détenus qui étaient présents durant les travaux, dont l'expérience a été très utile justement pour éclairer certaines situations. Et vous savez, il y a des situations extrêmement dramatiques dans les prisons. Je pense qu'il faut aider à la fois l'administration pénitentiaire. Il faut également aider les magistrats pour qu'on recrute, pour que l'État du Sénégal puisse recruter plus de magistrats pour faire face. De greffiers. De greffiers. Nous avons parlé justement tout à l'heure du juge des libertés et de la détention. Si vous demandez aux magistrats, qui sont pour le moment 531 magistrats, si vous leur demandez d'ajouter dans leurs différentes fonctions et occupations un juge des libertés, vous allez en prendre alors qu'il manque des effectifs de magistrats. Ils sont très loin des standards internationaux. Très, très loin des standards. Un greffier, par exemple, pour 3 juges. Ici, on est un greffier pour un juge. Très, très loin des standards. Je pense que la question, c'est une question de recrutement. L'État en recrute 30, 35 tous les ans. Il y a un gros effort. Il faut monter à 50, voire plus que 50. L'administration pénitentiaire, également, c'est la même chose. Mais l'autre point sur lequel il faut mettre l'accent, est-ce que vous savez que dans ce pays, nous avons plus de magistrats que d'avocats. Et cela pose un problème pour l'accès à la justice. Toutes les personnes qui ont maille à partir avec la justice, qui ont des dossiers d'instruction, etc., qui dorment dans les... Oui, vous avez des magistrats. J'ai discuté avec une juge d'instruction qui me disait qu'elle avait 600 dossiers dans son cabinet. Comment vous pouvez gérer 600 dossiers? Mais c'est qui doit ouvrir ça? C'est l'État? C'est l'ordre lui-même? Parce que même chez les notaires, c'est le même problème. C'est un ordre. C'est un ordre. Avec une certaine autonomie. Mais c'est l'État du Sénégal qui doit imposer l'ouverture. Imposer l'ouverture pour favoriser l'accès au droit et l'accès à la justice. Il faut démocratiser. Vous avez 400 avocats pour 531 magistrats. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas normal. Ça. Donc, il faut que, de ce point de vue, qu'on fasse un effort pour ouvrir la profession d'avocat. Les notaires, Les notaires font des efforts. Les notaires font des efforts. Maintenant, le notariat est un peu particulier. Il y a certaines zones du pays dans lesquelles, si vous mettez un notaire, il risque d'avoir quelques difficultés pour trouver de l'activité. Donc, le notariat est particulier, mais les notaires font beaucoup d'efforts depuis quelques années pour ouvrir la profession. C'était assez fermé, mais pour ouvrir. Ils ont été très présents également lors de nos travaux à travers la présidente de l'ordre. Les avocats également ont été très présents et je pense ont entendu le message et le bâtonnier également avec le bâtonnat, je pense, va faire les efforts qu'il faut pour ouvrir un peu plus l'ordre des Très bien, il y a la question de la dématérialisation pour faciliter tout ça et beaucoup plus de diligence dans le traitement des dossiers judiciaires. Vous êtes vice-recteur de l'université numérique, c'est aussi un point qui vous intéresse là. Oui, vous prêchez là un convaincu, la nécessité de la dématérialisation. On en a beaucoup parlé durant les assises. Malheureusement, nous avons des systèmes d'information qui sont très fragmentés. Les systèmes d'information de l'État sont très fragmentés. Il faut un seul système d'information, que l'on puisse travailler, comme on dit, en workflow, c'est-à-dire lorsque une personne entre dans le service, que jusqu'à son jugement,
que le même dossier puisse... que le procès soit identique. Malheureusement, les différentes administrations qui interviennent dans le processus ou la procédure judiciaire ne travaillent pas sur le même système d'information. Chacun est seigneur chez lui. Chacun est seigneur chez lui et les systèmes d'information sont aveugles entre eux. Absolument. Donc il faut unifier les différents systèmes et dans ce pays, nous avons les compétences pour ce faire. Il faut que l'État, là également, puisse demander à toutes les administrations, police, gendarmerie, ministère de la Justice, etc., de pouvoir s'asseoir et créer, fonder un seul système d'information. Guichet unique. Fichier unique, pour pouvoir régler définitivement ce problème de la digitalisation. On est à la fin de l'émission. Juste un mot sur l'université Cheikh Hamidou Kane, l'université numérique, comment elle se comporte? De mieux en mieux. De mieux en mieux. C'est une université qui a beaucoup grandi. Nous sommes actuellement à 70 000 étudiants. Nous sommes la deuxième université. Et nous nous engageons maintenant dans la bataille de la qualité. Nous sommes en train de réformer notre plan stratégique pour mettre beaucoup de qualité dans ce que nous faisons. En tout cas, c'est une université qui donne beaucoup de satisfaction parce qu'elle démocratise l'accès à l'enseignement supérieur. Avec notre réseau d'espace numérique ouvert et notre méthodologie, nous avons justement anticipé sur la rupture et sur l'innovation qu'imposaient les technologies de l'information et de la communication. Et justement, cela nous permet de former des étudiants dans des métiers inédits et de leur donner les outils pour pouvoir se professionnaliser. Vous êtes au cœur des enjeux de demain, l'informatique. Nous sommes au cœur des enjeux et nous voulons justement permettre à nos étudiants qui voyagent déjà beaucoup à travers le monde de pouvoir s'intégrer ici, dans ce pays, en Afrique, mais de pouvoir voyager grâce aux technologies de l'information. Ils ont déjà cette ouverture, cette autonomie sur le monde, mais également l'enracinement qu'il faut pour pouvoir évoluer dans ce pays. Un appel aux autres jeunes qui voudraient rejoindre l'université, il faut faire effectivement, un plaidoyer nous avons un taux de rétention qui est encore de plus en plus élevé. Le taux de premier choix qui est exprimé sur Campus N pour rejoindre notre université est de plus en plus élevé. Maintenant, nous avons beaucoup de défis, c'est-à-dire la modicité de notre budget. Il faut tout faire pour augmenter le budget de l'université numérique, parce qu'avec le nombre d'étudiants que nous avons et le budget que nous avons, nous pouvons avoir des difficultés, mais nous avons un personnel PATS et pairs totalement dévoué, dirigé par le recteur, le professeur Moussalo, qui manage très très bien cette institution et qui nous permet d'avoir les résultats que nous avons, même si les défis restent importants. Et là également, l'État doit nous appuyer sur la question du budget de notre institution. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Professeur Jean-Louis Correa, vice-recteur de l'université numérique, Cheikh Hamidou Kane, membre de la commission scientifique et de synthèse des assises de la justice au Sénégal. Le point ce soir est fini. Rendez-vous mercredi prochain pour d'autres questions d'actualité.